Bonjour, bonsoir ou bonne nuit à toi petit bibliovore et bienvenue dans cet épisode 3 de la Bibliothéque You. Dans cet épisode on parle BD avec les naufragés d'Ithaque sorti en 2005 aux éditions Soleil. Et non, ce n'est pas une histoire reprenant les péripéties d'Ulysse. Bien qu'on puisse affirmer sans trop de risque de se tromper que la référence soit évidente et voulue. Si tu aimes la science-fiction avec sa technologie futuriste et ses extraterrestres extravagants, et la fantasy avec sa magie et ses créatures féeriques, et si tu aimes les héroïnes fortes, garçons manqués, un peu tête brûlée, métisses aux cheveux blancs qui savent à la fois se servir d'armes laser et d'armes tranchants, s'habillant la plupart du temps en violet avec un prénom de roche plutonique à texture grenue et riche en quartz, accompagné d'un courageux technicien aux longs cheveux bleus calé dans à peu près tous les domaines mécaniques ou technologiques, qui est un peu le MacGyver du futur, mais qui est aussi un très grand fan de poésie, avec un prénom comportant beaucoup trop de consonnes. Q. Si tu aimes aussi détester les femmes brunes, pain-bêches, exécrables, insupportables et stupides, Q. qui fait tous les mauvais choix possibles, qui n'a pas une once de jugeote et qui a un grain de beauté du côté gauche de la bouche, juste au-dessus de la lèvre supérieure là, juste là, Q. Mais quoi? Tu vois pas que je suis en train de tourner mon intro là? Eh bien justement, de 1, cette introduction est beaucoup trop longue, de 2, tu es censé faire découvrir cette BD au plus grand nombre. Ben, c'est ce que je fais en appâtant les lecteurs qui aiment les protagonistes humanoïdes aux faciès de canidés avec des lunettes, une fourrure bleue et qui inscrivent tout ce qu'ils font dans un carnet de Et pas voyage. restreindre l'accessibilité de ta vidéo à des lecteurs au goût ultra spécifique. Oui, mais il faut bien intéresser les gens qui aiment les subtilités scénaristiques, qui Mais impliquent tu sais où notamment... tu peux te les foutre tes subtilités scénaristiques à la con. Mais tu... La BD Les naufragés d'Ithaque est composée de 2 arcs. Pardon. Dans la première partie, nous assistons au crash d'un luxueux vaisseau de croisière sur la planète Ithaque. Une planète qui, curieusement, n'est répertoriée nulle part. Survivants de ce crash, les protagonistes vont découvrir un monde médiéval, où cohabitent peuples et espèces aux coutumes surprenantes. Ils seront cependant recherchés et traqués par une multitude d'ennemis qui semblent tous être mystérieusement attirés par nos héros. Mais est-ce que les naufragés sont vraiment là par accident? Comme de par hasard. Genre c'est une coïncidence. Ils se baladent tranquillou dans l'espace et là pas de chance. Pardon. Dans la deuxième partie, nos héros sont de retour chez eux et pourraient profiter d'un repos bien mérité. Mais que nenni! La découverte d'une nouvelle planète attise bien des convoitises, et eux seuls connaissent le moyen de se rendre sur ce nouveau monde plein de ressources et de richesses à exploiter, faisant d'eux la cible de riches entrepreneurs et autres mercenaires avides de trésors. Très belle interprétation. Merci. Le scénario est signé Christophe Arleston, grand scénariste de BD français, qui n'est autre que le papa de toute la saga de Troie, et d'encore bien d'autres. La partie 1 gravite autour du crash du vaisseau. Gravite par rapport au vaisseau, à l'espace. On a bien sûr la quête de nos héros pour quitter la planète et rentrer chez eux, mais pourquoi autant d'antagonistes veulent-ils absolument mettre la main sur le vaisseau et retrouver nos personnages principaux? On pourrait se dire que les indigènes d'une planète sans technologie vont percevoir le vaisseau comme un monstre attaquant leur planète et traquer les survivants pour mettre fin à cette menace. Et pourtant, l'atterrissage forcé de vaisseaux sur leur planète leur semble habituel. On pourrait aussi se dire qu'ils sont intéressés par la dite technologie qu'ils considèrent comme une sorte de magie et qu'ils voudraient se l'approprier. Mais plus on lit de tomes, plus on se rend compte qu'on est loin de ces considérations trop évidentes. Les réponses à nos questions sont apportées à la fin de la première partie et le mystère semble résolu dans le tome 9. Cependant, la série en compte 17. On se demande alors... Oh là là, mais que peut-il se passer de plus dans cette deuxième partie alors que le mystère semble irrésolu? Eh bien, Arleston fait ressurgir un élément perturbateur en ajoutant dans cette deuxième partie des considérations plus géopolitico-commercio-énergétiques sur fond de lutte de pouvoir. Au dessin, on retrouve Adrien Floch, qui a aussi dessiné Sloka. J'aime beaucoup son style de dessin assez dynamique qui reste égal tout au long des tomes. Pas de proportions exagérées, et ce, même en ce qui concerne les créatures fantastiques et les différentes races extraterrestres. Pour les décors, les paysages, les diverses architectures ou les véhicules, il fait preuve d'un peu plus de souplesse et de fantaisie.
Alors oui, je sais, Mon analyse est subjective, basique, d'une évidence affligeante, et les dessins ponctuant la vidéo parlent déjà d'eux-mêmes, rendant mon intervention d'une inutilité consternante, voire déplorable. mais tu te calmes. Comment savais-tu que je... Je vais dire... Non, je n'allais aucunement dire cela, et accessoirement, je ne parle pas du tout avec cette voix nasillarde et cette gestuelle faciale et corporelle ridicule. L'univers des naufragés d'Ithaque est donc basé sur la science-fiction. Ce qui veut dire de l'espace, des vaisseaux pour voyager dans l'espace, et différentes planètes sur lesquelles atterrir avec les vaisseaux qui voyagent dans l'espace. Leurs paysages à couper le souffle et leur faune originale, des peuples extraterrestres étranges et variés avec leurs architectures tout aussi étranges et variées, et la technologie futuriste qui caractérise le genre. Et dans le lot, certaines planètes sont habitées par des populations archaïques, évoluant plutôt dans un univers fantasy, avec ses diverses races, ses créatures fantastiques et mythiques, comme les dragons, le tout bien sûr saupoudré d'un petit peu de magie. Nous avons 3 personnages principaux. Granite, une astronavigatrice impétueuse et garçon manqué. Elle est très courageuse, impulsive et combat autant avec les armes à feu que les armes de corps à corps. Et j'avoue avoir un petit faible pour son design. Un personnage féminin, métis, blond, aux yeux violets, y a de quoi vous faire tourner la tête. Ensuite, nous avons Narvart. Narvart. C'est un technicien qui aurait largement pu être promu ingénieur. Le Técos là, il connaît toutes les technologies, sait tout réparer et te bricole ce que tu veux avec n'importe quoi en 2 temps 3 mouvements. Le MacGyver du futur. Et non content d'être un pur génie de la mécanique, c'est aussi un excellent poète. Un poète? Oui, moi aussi j'ai eu à peu près la même réaction, mais ça a le mérite d'être original et ça a son importance dans le scénario. On a enfin Callista. Sublime passagère aux mœurs libertins et qui n'est intéressée que par l'argent et les plaisirs qu'il apporte. Non contente d'être égoïste, égocentrique et stupide, elle est insupportable. Je sais pas pourquoi c'est un protagoniste principal, c'est le genre de personnage à qui t'as envie de donner des petites baffes comme ça et de serrer très fort. Pardon. Je trouve aussi que les personnages secondaires sont pleins d'originalité et apportent vraiment un plus à l'équipe principale. Il y a par exemple un guerrier à fourrure qui a les dents tellement longues qu'il est obligé de parler comme ça, un humanoïdo canidé à lunettes avec une fourrure bleue et affamé de connaissances, une agent du gouvernement badass mi-humaine, mi-cyborg, ou encore un vieux politicien simiesque habile qui sait jouer avec les règles non sans humour. Enfin, je trouve que les antagonistes sont très bien travaillés et ont tous une certaine profondeur. Ça va de la despote cruelle et mégalomane, au guerrier impétueux et brutal, en passant par des créatures horribles et sanguinaires, jusqu'au cruel et impétueux despote guerrier mégalomane brutal à l'apparence de créatures horribles et sanguinaires. Tous prêts à des actes terribles et moralement discutables pour parvenir à leur fin. Ce qui donne un ton très grave et sérieux que j'apprécie beaucoup et qui me permet une transition magistralement fluide et logique vers la prochaine partie. Merci. Non, merci. Il se la pète un peu, mais il faut lui reconnaître une certaine habileté d'écriture. J'ai connu cette BD grâce à la couverture du tome 1. J'ai trouvé l'illustration incroyable et en la feuilletant, le style graphique d'Adrien Floch a fini de me convaincre. Tous mes compliments et mon admiration aussi aux coloristes qui ont donné vie et consistance à l'univers d'Arleston et Floch. Ensuite, que ce soit au niveau du chara-design ou de la construction des protagonistes principaux, secondaires ou des antagonistes, je trouve que tous les personnages principaux ont une identité forte et beaucoup de profondeur. Le ton de la BD est dans l'ensemble plutôt sérieux et j'apprécie particulièrement les enjeux plus graves et complexes qu'ils n'y paraissent au début de l'histoire. Arleston nous présente un scénario aux enjeux qui semblent simplistes à la base, mais sèment tout au long du récit des petits indices qui mènent à des questions, qui mènent elles-mêmes à toujours plus d'interrogations, à une montée inexorable du suspense tel un orchestre jouant une symphonie dont la musique va crescendo pour atteindre le climax. Et après Une petite frustration. C'est-à-dire? J'ai eu cette impression qu'Arleston construit son intrigue sur plusieurs livres, mais qu'il a manqué de tomes pour répondre à toutes les interrogations et qu'il a précipité la résolution en la condensant dans un seul. Il utilise quelques facilités scénaristiques, ce qui fait qu'elle n'est pas aussi épique que ce que j'espérais, et ce malheureusement sur la fin des 2 arcs.
Notons cependant la présence d'un peu d'érotisme et d'une bonne dose d'humour absurde et décalé qui contrebalance et complète très efficacement le tout. C'est donc une très bonne BD que j'ai dévorée de bout en bout et dont j'ai beaucoup apprécié l'histoire et le style graphique. J'ai adoré le mélange de fantasy et de science-fiction avec les créatures et les décors qui les caractérisent et je vous en recommande chaudement la lecture. Attends. C'est tout? Comment ça, c'est tout? Tu titilles notre curiosité en début de vidéo avec la référence à l'Odyssée et tu nous laisses affamés de réponses? Bah écoute, je pense que la référence est évidente, ce sont des naufragés spatiaux qui luttent contre des forces qui les dépassent, sauf que au lieu de vouloir rentrer à Ithaque, ils veulent en partir. Tu veux dire que c'est une interprétation purement subjective de ta part qui n'est étayée par aucune source fiable? Tout à fait, c'est purement suppositoire. Alors, si vous aussi vous avez trouvé mon explication limite mais que vous avez quand même aimé la vidéo, laissez-moi un pouce bleu. Cliquez sur ce petit bouton les amis, c'est très important. Et écrivez-moi un commentaire pour que je sache ce que vous avez pensé de la vidéo. Sinon, comment je fais moi pour savoir? Hein? Comment je fais? Tu ne peux pas savoir. Tu peux pas savoir. Partagez-moi ça sur les réseaux et n'oubliez pas que l'abonnement à la chaîne est gratuit. C'est ma tournée, c'est Bibi qui offre. Alors, qu'est-ce que vous risquez? De prendre du plaisir et du fun? De découvrir des auteurs et des artistes talentueux? Faut prendre des risques dans la vie les gars, alors cliquez sur ce petit bouton pour vous abonner. Et activez la cloche en appuyant sur ce bouton pour être informé de la sortie de mes autres vidéos. Enfin, s'il vous plaît. Eh bien, cet épisode de la Bibliothèque You m'a bien donné envie de plonger dans la lecture de cette œuvre. C'est vrai? Et pourtant, ce fut mal parti avec ton introduction excessivement longue et décrivant des goûts beaucoup trop spécifiques. Ah, oups, pardon, vous êtes en train de tourner un truc peut-être. T'inquiète, on présentait cette BD et on vient de finir. Toi, trop stylé cette héroïne métisse aux cheveux blancs qui s'habille en violet. Non. Est-ce qu'elle est forte, garçon manqué, un peu tête brûlée et qu'elle sait à la fois se servir d'armes laser et d'armes tranchantes? Carrément. Si tu me dis qu'elle a un nom de roche plutonique à texture grenue et riche en quartz, je lis direct. Mais tirez-moi les poils de l'arrière-train pour que je me réveille de ce foutu cauchemar.